Donc, est dit libérateur, un logiciel qui n'entrave pas sans raison ni acceptation de sa part la liberté de celui qui l'utilise. Pas de commentaire. Si un logiciel s'accapare les données de l'utilisateur et est incapable d'interopérabilité de manière normalisée à partir de ces données, il porte atteinte sans raison à la liberté de l'utilisateur. Donc par exemple, on peut prendre le format doc, qui n'est supporté que par les produits Microsoft, et qui donc oblige l'utilisateur à avoir Microsoft Office pour le lire. Donc le logiciel prend en otage l'utilisateur en lui imposant un logiciel précis pour lire ses données, au lieu d'utiliser des formats standards supportés par tous. Donc c'est un logiciel qui ne peut être dit libérateur. Comme ça. Si un logiciel stocke les données de l'utilisateur dans un format qu'il est seul, ou quasiment, à savoir lire, il ne peut être dit libérateur. Première clause de logiciel libérateur. Deuxième clause des logiciels libérateurs, celle-là elle m'intéresse particulièrement d'ailleurs. Un logiciel qui tend à masquer tout ou partie de l'information ne peut être dit libérateur. Alors, cela, ça veut dire, dans certains logiciels, par exemple, on va masquer aux utilisateurs des détails de fonctionnement, des détails d'implémentation, des options qu'ils auraient pu avoir, etc. Enfin, des options qui sont implémentées mais qu'on ne leur laisse pas le choix. Et cela sous divers prétextes. Par exemple, les utilisateurs n'en auraient pas usage, ou ce genre de choses, où ils n'ont pas besoin de savoir l'erreur exacte qui s'est produite. Tout ça, selon Benjamin Bayard, c'est des logiciels qui ne peuvent pas être dits libérateurs. Ils cachent, ils mentent à l'utilisateur. Ils restreignent les libertés au lieu d'être transparents, comme devrait l'être un logiciel qui est finalement une interface pour faire des actions et ne doit pas mentir, occulter des faits à l'utilisateur. Troisième clause. Un logiciel dont on ne s'assure pas qu'il soit capable de lire ses anciens documents, fût-ce en diffusant ses vieilles versions, ne peut être dit libérateur. Ça veut dire quelque chose d'assez simple, c'est la compatibilité ascendante. C'est-à-dire qu'une version d'un logiciel doit être capable de lire des documents qui ont été rédigés avec, même si c'était des versions vieilles de 5 ans avant. Donc ça c'est la clause, donc lui il laisse la liberté, parce qu'effectivement un logiciel n'est pas en mesure de lire des documents produits dans de très vieilles versions, mais les versions en question doivent être disponibles. Et indirectement aussi doit pouvoir installer sans conflit avec les versions récentes. Oui? J'ai rien dit. Donc, on en revient à cette fois la diffusion des logiciels libres, qui deviennent donc une force puissante, économiquement, philosophiquement et au sein du public, dans la diffusion. Pour ça, je vais donner 2 chiffres. C'est la part de marché. La part de marché représentée par le logiciel libre dans le marché du logiciel entre 2002 et 2007 et le chiffre d'affaires représenté par le logiciel libre entre 2002 et 2009. En 2002, 0,2% du marché des logiciels était représenté par des logiciels libres. En 2007, il s'agit de 2,1%, soit 2%, quasiment 2% de plus, ce qui représente quand même quelque chose d'assez énorme. C'est une des seules branches dans lesquelles il y a eu une telle croissance, d'une part par rapport à une autre. En 2002, 60 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel pour les logiciels libres. En 2009, 1500 millions d'euros. Et c'est plus le chiffre exact, mais pour 2010, il me semble que l'estimation était... Non, pour 2011,
À la fin de l'année, ça sera estimé à quelque chose comme 3 000 millions d'euros. Donc pourquoi est-ce que le logiciel libre... C'est au niveau mondial, ça? C'est au niveau mondial, oui. Donc, les logiciels libres se retrouvent aussi dans tous les domaines informatiques. Donc, quelques-uns des plus connus, évidemment Linux, système d'exploitation, MySQL pour les bases de données, les environnements sous Linux, les environnements graphiques comme GNOME, KDE, XFCE, etc. Il y a Blender en modélisation 3D qui devient une référence même dans le milieu professionnel. Il y a de plus en plus de films dont les effets spéciaux, etc. sont modélisés sous Blender. Il y a Apache, le serveur HTTP le plus répandu, il me semble. Il y a Postfix, serveur de mail pas le plus répandu, mais très, très présent aussi. Drupal, un système de gestion de contenu. Qui permet de publier facilement des pages web, etc. Enfin, XCAS, un logiciel de calcul formel, bon, pas très connu celui-là, mais il est libre. Des langages de programmation interprétés dont l'interpréteur est libre, comme PHP, Ruby, ou TCL, il me semble. Non. Personne pour commencer. Perl. GCC, le compilateur écrit à l'origine par Richard Stallman, qui est le compilateur de référence dans les milieux libres. Il y a Firefox, navigateur web, VLC pour lire les vidéos, GIMP pour la retouche et l'édition d'images, Git qui est un logiciel de version du versionnement, c'est pour aider les développeurs à se soumettre entre eux des modifications sans que ça soit le gros bordel. Il y a LMMS, un logiciel de composition musicale sous Linux. Et donc les logiciels libres sont dans tous les domaines, même il y a des logiciels qui sont spécialisés pour des domaines scientifiques, il y a des logiciels pour des domaines de comptabilité, il y a des logiciels libres, il y a même paradoxalement des logiciels libres pour le contrôle parental. Quoi? Oui. Pourquoi est-ce que vous ne citez pas OpenOffice? Oui, j'aurais dû. Parce que je l'ai oublié de le rajouter dans cette liste-là, mais oui, il y a OpenOffice, KOffice, qui sont donc des suites bureautiques libres. Et donc, de plus en plus d'entreprises, d'administrations, comme par exemple en France, la gendarmerie nationale tourne uniquement sous des logiciels libres. Beaucoup de mairies sont uniquement sous des logiciels libres. Plusieurs ministères sont sous des logiciels libres, donc les administrations sont de plus en plus sous des logiciels libres. En Amérique, il me semble que toute une branche de l'armée dispose d'ordinateurs sous logiciels libres uniquement. Al-Qaïda aussi, je crois. Ça c'est au niveau administratif, et sinon de plus en plus d'entreprises, énormément d'entreprises sont sous logiciel libre. C'est que là où, dans la boîte où je travaille, c'est le cas. Voilà, les entreprises adoptent rapidement donc, les logiciels libres, tout simplement parce que c'est des logiciels de qualité, comme on l'a vu, et parce que c'est des logiciels gratuits, donc ça représente une énorme réduction de coût pour eux, estimée à plusieurs millions d'euros aussi. C'est un concept qui se démocratise et qui représente beaucoup d'avantages pour ceux qui s'y soumettent. Et donc sinon
dans ce qui concerne la génération d'argent par logiciel libre, ça paraît un peu paradoxal étant donné que les logiciels libres, de par les libertés qu'ils conditionnent, ne s'insèrent pas du tout dans un modèle économique. Mais il y a beaucoup de sociétés qui sont apparues, qui sont spécialisées dans l'open source. Plutôt l'open source, et, par exemple, c'est des sociétés qui aident à la conception de logiciels libres, ou des sociétés de consulting, tout ça, qui sont engagées par des équipes de développement de logiciels libres pour les aider. Comme quoi, un logiciel libre ne veut pas forcément dire d'ailleurs non commercial. Des équipes commerciales peuvent travailler sur des logiciels libres sans pour autant en affecter la qualité de libre. Ils font de la maintenance sur des logiciels libres, de l'installation, donc venir installer des solutions libres chez des clients, etc. Proposer de la personnalisation et surtout de la formation. C'est un domaine qui se développe énormément. Des formations en logiciel libre, c'est quelque chose qui génère un revenu considérable. Mais donc les logiciels libres, enfin la philosophie plutôt libre, c'est rapidement dispersé au-delà du simple domaine de l'informatique. Et donc les notions de liberté, etc., soutenues par eux, se sont répandues entre autres dans les domaines